Merci bien, et puis merci pour cet accueil ici. Merci de m'avoir contacté pour ce témoignage. Donc, je travaille effectivement à Voies navigables de France, qui est un établissement public d'État, qui est en charge de la gestion, comme son nom l'indique, des voies navigables. Alors, je vous emmène, comment ça marche? Hop, ça marche comme ça. Je vous emmène donc en France, dans le sud-ouest, pour aller voir le canal du Midi. Donc le canal du Midi, c'est un très vieux canal, hein, puisqu'il date du XVIIe siècle, c'est un des plus anciens d'Europe, encore en fonctionnement aujourd'hui. Il s'étend de Toulouse à la Méditerranée, et il a été complété par le canal de Jonction et Robine au XVIIIe siècle, qui le complète jusqu'à la Méditerranée aussi, côté Port-la-Nouvelle. Alors ce canal a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription, c'est la reconnaissance tout d'abord de l'ingéniosité de son concepteur, Pierre-Paul Riquet, qui a trouvé la solution pour pouvoir relier les deux mers, donc la mer Océane et la mer Méditerranée, en passant par un col, le seuil de Naurouse. Il a trouvé la solution pour alimenter ce canal, parce qu'effectivement, ce n'était pas forcément évident de pouvoir trouver une solution pour relier ces deux mers et amener l'eau. Donc lui, son idée, ça a été de prendre de l'eau dans un massif à côté du canal du Midi qu'il a construit, qui est la Montagne Noire, et par un système de rigole, d'amener cette eau pour la construction de son canal. Donc c'est ça essentiellement qui est reconnu par l'UNESCO, mais c'est aussi les paysages qui ont été créés par la construction de ce canal. Et dans ces paysages, on a de formidables alignements, notamment des alignements de platanes. Alors ces alignements, ils n'ont pas été mis en place au tout début. Au tout début, quand le canal a été créé, il n'y avait pas d'arbres. Puis petit à petit, des arbres ont été plantés. Alors au début, des mûriers, par exemple, pour la culture du verre à soie, des peupliers, etc. Et puis, vers 1850, c'est le platane qui commençait à être installé un peu partout, qui s'est généralisé le long du canal du Midi, Jonction et Robine. Donc ce canal, c'est près de 280 km, avec des alignements donc, de platanes qui étaient présents sur plus de 60%. Et en quasi-majorité donc, du platane, on a donc 42 000 platanes qui étaient installés là le long de ces voies. On a d'autres espèces qui sont aussi présentes. On a quelques pins parasols, par exemple, des alignements de cyprès à certains endroits. Mais globalement, la majorité des alignements, la très très grande majorité, ce sont des platanes. Ce qui ne va pas nous faciliter la tâche vis-à-vis d'une maladie, le chancre coloré du platane, qui a fait son apparition en 2006. Donc le chancre coloré du platane, c'est un champignon microscopique, enfin c'est provoqué par un parasite qui est un champignon microscopique, qui rentre dans les arbres sains à la faveur d'une blessure, donc une blessure qui peut être provoquée par des outils, des lagages, par des outils de voirie quand on creuse à côté des racines. Et une fois que c'est à l'intérieur, ça bloque les canaux de sève et l'arbre est condamné. Il n'y a pas de remède. Et donc les experts estiment qu'en 2 à 5 ans, l'arbre meurt. Globalement, quand on constate qu'il est malade, des fois ça peut mettre moins de 6 mois avant d'avoir une mortalité totale, enfin une mortalité de l'arbre. Une fois qu'il est dans l'arbre, ce parasite peut aussi se déplacer d'un arbre à l'autre par les soudures racinaires, puisqu'on a nos alignements de platane qui sont assez resserrés. Et donc les racines se sont, je parle trop vite, les racines se sont soudées les unes aux autres, ce qui permet à la sève de circuler d'un arbre à l'autre et donc aux parasites aussi. Donc, comme je vous le disais, ce parasite est arrivé en 2006, le long du canal du Midi, et puis il a progressé très rapidement d'année en année. Je vais vous montrer donc, la progression. Ce sont les petits points rouges qui sont les foyers de chancre coloré. Donc d'année en année, on voit malheureusement à quelle vitesse ça avance. Puis vous pouvez constater que c'est par petits points, c'est pas forcément linéaire. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Enfin, en 2019, on vient de terminer la prospection, je ne l'ai pas encore mise. Hop. Et donc, à l'apparition de cette maladie, on a mis en place des processus de lutte. D'abord, on a réuni des scientifiques pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, évidemment, on a abattu tout d'abord les premiers foyers de chancre. On a aussi mené des actions de sensibilisation auprès de nos professionnels qui intervenaient sur le canal du Midi, qui est notamment des désinfections des outils utilisés, et puis également auprès des collectivités qui pouvaient intervenir à proximité du canal du Midi. Et puis, malheureusement, on a aussi abattu les arbres concernés petit à petit, puisqu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Donc cet abattage, c'est pour des questions de sécurité par rapport aux personnes qui fréquentent le canal, et puis c'est aussi pour limiter la propagation de cette maladie autant que faire se peut.
Une fois qu'on abat ces arbres, eh bien, on est obligé de les brûler sur place. Donc ça, c'est aussi assez lourd à mettre en place. Les abattages sont assez conséquents, hein, puisque ce sont des gros arbres qui sont présents, donc on a du matériel assez important, donc des coûts qui sont aussi assez conséquents. Aujourd'hui, donc, on en est sur les 42 000 platanes initialement présents à avoir abattu 25 000 platanes, donc plus de la moitié sont déjà malheureusement partis. Donc vous l'imaginez bien, ça a un impact paysager notoire sur le canal du Midi. Et donc on s'est posé très rapidement la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour reconstruire ce paysage. Je vous l'ai dit, on est sur un site patrimoine mondial, donc il y a vraiment une attente très forte en termes de qualité de projet. Donc il a fallu réfléchir à quelque chose qui puisse répondre à cette qualité paysagère que nous avions jusqu'à aujourd'hui. On a travaillé dans l'objectif de reconstituer à terme la voûte que je vous ai montrée en photo tout à l'heure, hein, des alignements très serrés qui font de véritables colonnades avec une vraie voûte au-dessus du canal qui est magnifique. Donc pour cela, il fallait qu'on ait des sujets qui à terme soient très grands, des sujets qui soient très homogènes, hein, sur de longs tronçons, si on veut pouvoir recréer cet effet de colonnade majestueuse, et puis aussi restaurer une symétrie entre les rives. Mais on ne voulait pas non plus se retrouver avec une seule essence, surtout linéaire, puisqu'on voit bien ce que ça donne avec le platane. Une fois qu'une maladie est présente, on est bien embêté pour agir et on se retrouve confronté à une dispersion très rapide de la maladie. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de proposer une essence qui serait un jalon qu'on retrouve tout au long du canal du Midi, qui part de Toulouse jusqu'à la Méditerranée. C'est le chêne chevelu, donc c'est une essence qui monte très haut. Et donc c'est vraiment l'identité du canal, ce chêne chevelu, qu'on va retrouver du coup sur à peu près 40% du linéaire, donc sur les secteurs où on est sur les sites les plus emblématiques, on a des ouvrages un peu majestueux, et puis sur les secteurs où on avait du platane qui était très beau. Et entre ces sections en chêne chevelu, on a mis d'autres sections avec d'autres essences pour varier. Mais quand même sur des linéaires qui sont assez grands, vous voyez, pour garder ce côté très homogène et majestueux du canal du Midi. Donc on a entre les sections de chêne chevelu, de l'érable plane, du tilleul à grande feuille, du peuplier blanc, charmou blond, tilleul à petite feuille, micocoulier, du pin parasol, ça c'est sur des secteurs où il y en a déjà, donc en fait on le maintient. Et puis quand on arrive au bord de la mer, on est sur des végétations un peu lagunaires qu'on maintient aussi. Au-delà de ce schéma de principe, on a certains secteurs très particuliers, donc des traversées urbaines le long du canal du Midi, ou des zones où il y a vraiment des ouvrages emblématiques très très forts. Donc là-dessus, on s'est réservé la possibilité d'avoir des variantes dans notre projet pour vraiment intégrer la dimension urbaine et les aménagements de ces secteurs-là. Donc là, il est prévu des études particulières en secteur urbain. Donc, je vous donne un exemple qui a été mené sur l'agglomération toulousaine. Donc, c'est Toulouse Métropole avec nous qui a monté cette étude. Donc, l'idée, parce qu'on est sur le schéma que je vous montrais tout à l'heure avec la diffusion du chancre coloré, on est complètement à l'ouest. Donc, le chancre n'est pas encore arrivé à Toulouse. Donc là, l'idée, c'était de se préparer à cette arrivée pour pouvoir être en mesure de replanter au moment où il arrive. Et puis aussi d'avoir une étude qui nous permette d'avoir des aménagements urbains qui soient intégrés paysagèrement à ce projet. Donc on arrive, suite à cette étude, à un vrai plan guide des aménagements urbains qui est défini par séquence paysagère, et puis aussi un cahier de référence qui nous donne la palette végétale qu'on a le droit d'utiliser pour replanter dans Toulouse si le chancre arrive. Ce travail, en gros, là aussi, besoin d'une forte unité dans Toulouse, hein, puisque c'est un peu la caractéristique du canal du Midi. Donc l'idée, c'est d'avoir une chaînaie qu'on retrouve en alignement sur tous les canaux toulousains, excepté le canal de Brienne, qui a un côté particulier qu'on a souhaité conserver. Et donc cette chaînaie, pour avoir quand même un peu de diversité, l'idée, c'est de prendre plusieurs variétés de chênes. Ce projet-là a été construit en associant les riverains avec des comités de quartier, de façon à ce que les populations soient bien préparées déjà à l'arrivée du chancre et puis aussi à ce projet de renouvellement.
Alors, la mise en œuvre de tout ça. Donc, je vous ai dit, on a un projet global. C'est la première fois à l'échelle du canal du Midi qu'on a un vrai projet sur la totalité du linéaire qui a été monté. Mais bien entendu, il faut le décliner un peu plus précisément avec les réalités de terrain. Donc, chaque morceau de canal est étudié de façon détaillée, donc sur chaque bief. Alors, un bief, c'est un morceau entre deux écluses. Donc, on fait une étude qui permet de différencier des séquences paysagères. Alors, sur l'exemple que je vous ai mis là au tableau, j'allais dire, je me prends pour une maîtresse d'école, sur l'exemple qui est affiché, on a 3 séquences paysagères. Complètement à gauche, nous avons une séquence qui est plutôt bucolique. Ensuite, on est dans une séquence qui est assez dégradée, où il y a peu d'alignement. Et puis, on arrive dans une séquence qui est très marquée par la présence urbaine. On est à la sortie d'une grosse ville, qui est la ville de Béziers, avec une voie départementale qui marque pas mal le secteur. Et puis donc, du coup, le projet est décliné. Donc, on reprend ce cahier de référence qui nous disait, bon voilà, on a du chêne chevelu ou de l'érable, etc., selon les tronçons, et on regarde et on l'adapte donc aux réalités de terrain. Donc là, le projet, sur l'exemple qui est donné, ça donne évidemment des plantations de chêne chevelu, puisqu'on est dans le secteur à chêne chevelu, mais ça donne aussi le maintien, c'est les points, je ne sais plus de quelle couleur, donc le chêne chevelu, je crois que c'est le point vert, c'est ça. Les points bleus, ce sont des chênes du micocoulier qui est déjà en place et qu'on maintient. On rajoute des chênes chevelus au-delà de la départementale pour faire un double alignement qui n'était pas présent. Et puis, il y a une ligne verte que vous voyez un peu au nord, qui est la création d'une haie brise vue en cyprès pour cacher en gros un peu la misère, parce que derrière, on a la gare et c'est pas super joli. Donc, c'est pour essayer de préserver un peu le canal du Midi dans son écrin. Alors concrètement, la mise en œuvre opérationnelle des plantations, on a besoin d'une programmation, puisque je vous le disais, on a abattu 25 000 arbres, c'est pas forcément de façon linéaire, ça commence pas à un endroit puis on abat tout d'un coup, donc il y a un petit bout ici, un petit bout ici, un petit bout ici, donc il fallait qu'on arrive à avoir une gestion un peu cohérente de tout ça. Notre idée, bien entendu, c'est d'avoir quelque chose de très homogène, je l'ai dit. Donc pour ça, on a défini des secteurs abattus d'une taille minimale, qu'on a estimé à 400 mètres comme étant à peu près cohérente. 400 mètres de trous. Quand on a 400 mètres de trous, on se dit à partir de là, on peut commencer à envisager une replantation parce que c'est un linéaire qui est quand même suffisant, qu'on arrivera ensuite à gérer de façon cohérente et qui permettra de réussir à boiser une séquence paysagère dans sa totalité assez rapidement. Donc nos priorités, c'est de regarder déjà ces trous de 400 mètres. À partir de là, une fois qu'on a commencé à reboiser, de continuer le linéaire quand il est commencé. On intervient plus spécifiquement sur les zones les plus fréquentées, les plus visibles aussi, sur les linéaires qui sont abattus les plus importants, et puis sur les linéaires abattus depuis le plus longtemps, les plus anciens. Donc on a bâti une programmation qui est une programmation sur 20 ans. Alors, bien évidemment, plus on est près d'aujourd'hui, plus elle est juste, plus on est loin et plus il y a des incertitudes, puisque c'est aussi lié à l'avancement de la maladie et aux abattages qu'on mène. Et puis on la réactualise tous les ans pour les premières années. Donc les plantations, on les met en œuvre. Alors nous, on n'a pas de service, dédié en fait à la gestion arboricole. Donc on est une toute petite équipe, on est 4 personnes. Donc c'est vraiment tout petit, et on s'appuie sur des prestataires extérieurs. Donc on a des experts qui parcourent le canal pour repérer les nouveaux arbres malades, on a des maîtres d'œuvre qui nous font les projets paysagers et qui encadrent ensuite les plantations, des entreprises de travaux qui viennent faire les plantations et qui les suivent. On a choisi d'ailleurs avec ces entreprises-là d'avoir un contrat qui est sur 3 ans. Donc elles sont responsables à la fois des travaux de plantation, du choix des plants en pépinière, où on les accompagne pour vérifier la qualité, et puis ensuite du suivi de ces travaux pendant 2 années, donc y compris arrosage, taille, avec une garantie de reprise. Donc s'il y a des problèmes, c'est à elles de remplacer les arbres qui n'ont pas repris. On essaye de s'améliorer en ayant des contacts avec d'autres gestionnaires aussi. On fait des réunions régulières aussi avec nos prestataires sur des questions techniques, que ce soit le travail des sols, les utilisations de paillage, de protection, les arrosages, la gestion des tailles, les histoires de pathologie aussi, comment on surveille, comment on avance là-dessus. On a aussi mis en place une base de données géolocalisée où en fait tous nos arbres sont recensés, donc les arbres, les platanes adultes qu'on a en données géolocalisées pour assurer nos programmations d'abattage notamment, mais également les jeunes plantations
sont aussi géolocalisés, donc arbre par arbre, de façon à pouvoir suivre tout ça. Alors je vous ai montré l'avancée du champ, donc je vais quand même vous montrer l'avancée des plantations, parce qu'il faut quand même être un petit peu positif. Alors ça se voit moins bien, parce que c'est pas rouge, c'est du vert clair. J'espère qu'on va le voir. Hop. Donc, je ne sais pas si ça se voit au tableau, oui, si quand même. Voilà. Donc on a un petit peu moins avancé, puisqu'effectivement on en est à 11 000 arbres sur les 25 000 arbres abattus, 11 000 replantés, mais bon, quand même, ça avance, et ça commence à avoir un petit peu d'allure. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc ici, c'est à Castelnaudary, donc ce sont des arbres qui ont 7 ans maintenant. Là, j'en ai à Trèbes, des chênes chevelus qui ont 5 ans. Hop. Ah, ça ne marche pas, si ça marche. Alors, tout ça ne serait que trop simple, parce que nos platanes, ils avaient aussi un rôle qui était assez important dans le maintien des berges du canal. Et puis, avec leur disparition, les berges s'effondrent, ce qui ne nous arrange pas des masses non plus. Donc, on a énormément de désordres qui sont constatés, et il faut qu'on intervienne aussi. Donc, en parallèle de ces travaux de restauration des plantations, on fait aussi des travaux de restauration de berges. Et aujourd'hui, ce sont 25 km qui ont été restaurés, mais on a encore beaucoup de travail. Et puis, pour continuer à compliquer les choses, mais de façon positive, on va dire, on a pas mal d'espèces protégées qui sont présentes dans nos platanes, puisque c'était des platanes avec beaucoup de trous de cavités. Hein. On a fait des inventaires naturalistes pour savoir ce qui était présent, et ça a confirmé effectivement une grosse présence d'oiseaux notamment, avec le rôlier d'Europe, qui est un oiseau assez fantastique, c'est le bel oiseau bleu et orange que vous voyez là-haut, et puis pas mal de chauves-souris aussi. Donc on a mis en place des mesures spécifiques pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur cette biodiversité. Déjà, on a calé nos chantiers d'abattage sur les périodes qui impactent le moins ces espèces. Donc on a 2 périodes d'abattage dans l'année qui sont calées en dehors des périodes d'hibernation des chauves-souris et en dehors aussi des périodes de reproduction des oiseaux et des chauves-souris. On a également des écologues qui nous accompagnent et des mesures de sauvetage lors des abattages. Et puis, on essaye aussi de compenser la perte de ces habitats, puisque les platanes sont abattus. On a des replantations, mais le temps que ça pousse, il y en a pour un moment. Donc, on travaille à la fois avec des associations qui travaillent aussi avec des agriculteurs pour faire des plantations à proximité du canal, en haies bocagères notamment. Donc, ça complète aussi le maillage du territoire en termes d'alignement d'arbres. Et puis, on a installé pas mal de nichoirs, des nichoirs et des gîtes à chauves-souris. On en a 900 qui sont installés sur les 1006 qu'on a prévu de faire, donc avec un suivi de tous ces nichoirs installés. Donc vous vous en doutez, tout ça, c'est un budget qui est quand même pas négligeable. Le budget estimé est à 200 millions, plus 20 millions de maîtrise d'œuvre. Donc en gros, 3 gros tiers, un gros tiers pour abattage, un gros tiers pour berge et un gros tiers pour plantation, plus quelques mesures d'accompagnement, notamment biodiversité. Aujourd'hui, c'est 69 millions qui ont été investis et on a un appui des collectivités qui viennent nous aider. Et puis aussi des mécènes. On a une démarche de mécénat qui a été mise en place, donc avec des mécènes privés, des individuels, avec à peu près 10 000 donateurs aujourd'hui, et puis des entreprises aussi. On a une 60aine d'entreprises qui sont regroupées en clubs et qui apportent des dons.